Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises partenaires. Vous le savez, cette semaine du sommet de l'inclusion économique. On en parlera notamment avec mon invité Pierre-Henri Avrin, qui est directeur du recrutement et de la mobilité France, également membre du COMEX RH de BNP Paribas. Après le Forum mondial de l'économie responsable qui vient de se tenir à Lille, on va parler des enjeux de ce que l'on appelle le scope 3, toutes les émissions indirectes d'une entreprise non liées à l'énergie. Et puis dans Smart Ideas, on parlera des métiers du soin et de leur valorisation avec un collectif d'associations Amael. Voilà pour les titres, c'est parti. C'est Smart Impact spécial sommet de l'inclusion économique. Bonjour Pierre-Henri Avrin, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le directeur du recrutement et de la mobilité France, membre du COMEX RH de BNP Paribas. Ce lundi 29 novembre, c'est le sommet de l'inclusion économique qui est organisé par la Fondation Mosaïque au ministère de l'économie à Bercy. Ça représente quoi, un sommet comme ça pour vous? Et peut-être aussi le fait qu'il soit symboliquement organisé au ministère. Oui, alors c'est un événement absolument majeur autour de l'inclusion et de la diversité en général. Il se trouve qu'on est en plus partenaire de longue date de Mosaïque RH. Depuis plus de 10 ans, on avait travaillé et pris des contacts avec Mosaïque RH sur le projet banlieue de BNP Paribas. Et on l'a réactivé de manière plus active ces quelques dernières années avec un projet très important pour nous, l'ascenseur. Alors oui, l'ascenseur, on va y revenir, ça fait 2 ans que vous l'avez créé, mais donc il y a ce lien avec Mosaïque qui explique votre engagement dans ce sommet. Le fait qu'il soit organisé à Bercy, qu'est-ce que ça représente? Alors c'est important qu'il y ait l'ensemble des acteurs autour de l'inclusion. L'inclusion, c'est un sujet fondamental d'égalité des chances. Et de responsabilité citoyenne d'une certaine manière. Donc un acteur aussi important que BNP Paribas se doit d'être présent et d'agir sur le sujet de l'inclusion. C'est ce qu'on fait. Donc là, il y a des acteurs autour de public, du privé, des autorités publiques. Et donc, c'est l'occasion de faire beaucoup de pédagogie autour de ce sujet, qui est un sujet d'égalité, un sujet de responsabilité. Voilà, donc on se doit d'être présent, on va être sur des tables rondes, on va accueillir aussi des candidats, montrer l'ensemble des actions qui sont aujourd'hui réalisées par BNP Paribas autour de l'inclusion. Elles sont nombreuses. Oui, on va en parler évidemment, on va en détailler certaines. Donc je reviens sur l'ascenseur dont vous avez parlé, création 2019, qui héberge 20 associations, qui accompagne 400 000 personnes chaque année. Et parmi ces associations, il y a l'organisateur du sommet. On boucle la boucle, la Mosaïque RH. C'est quoi la philosophie de cet ascenseur? Alors, c'est un projet absolument phare pour BNP Paribas qui a été lancé il y a, comme vous le disiez, à peu près 3 ans. Ouais. C'est un site, c'est un lieu, c'est un immeuble parisien. Ce sont des locaux BNP Paribas, dont BNP Paribas est encore aujourd'hui mécène très, très fortement et qui accueille des associations de l'économie sociale et solidaire, des associations du privé qui travaillent autour de l'inclusion pour faire en sorte que chacun puisse à un moment ou à un autre, s'il a été éloigné de l'emploi ou s'il rencontre des difficultés dans l'emploi, de pouvoir avoir les leviers, différentes associations. C'est une vingtaine d'associations. Donc les locaux sont des locaux BNP Paribas. On est vraiment à l'initiative avec Mosaïque de cette initiative. Donc avec des associations comme Téléma qui travaille sur le mentoring des jeunes, des Crésus sur le surendettement, la gestion des budgets, etc. Donc c'est tout un écosystème autour de l'inclusion et c'est absolument essentiel d'avoir une stratégie autour de ces réseaux pour pouvoir être un acteur réel de l'écosystème, ce qui aujourd'hui est une réalité de BNP Paribas. Donc, voilà. BNP Paribas qui recrute chaque année 2000 CDI, 2000 alternants, 1500 stages, 200 VIE. VIE, c'est volontariat internationaux d'entreprise. Comment, alors voilà, ça c'est le global. Comment vous tenez des objectifs d'inclusion dans ce cadre-là? Et d'ailleurs, quels sont vos objectifs? Est-ce que vous vous donnez
je ne sais pas, un pourcentage, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Alors, déjà, il faut une gouvernance autour de ces sujets-là pour pouvoir bien les monitorer. On a déjà une gouvernance au sein du COMEX avec une direction de l'engagement de l'entreprise qui, parce que BNP Paribas a fait le choix dans son projet d'entreprise d'intégrer des engagements de développement durable et d'inclusion, d'avoir cette gouvernance pour suivre les engagements qui ont été pris. Et on en a au sein de l'équipe ressources humaines groupe, au sein même de mon équipe de recrutement, une équipe qui travaille autour justement de ces sourcings pour élargir au maximum et permettre d'avoir des profils qui sont de tous horizons et de toutes compétences. On sait que le marché de l'emploi, en plus, cette dimension d'égalité est tendue. Et donc, mais ça veut dire qu'il faut s'aider, avoir des contacts avec des associations. On revient à Mosaïque RH, par exemple. Enfin, c'est aussi de ces filières-là qu'il faut activer, quoi. Absolument. Sur l'ensemble des leviers, c'est aussi le handicap, c'est aussi l'égalité femmes-hommes, l'ensemble des sujets qui font qu'on peut, à un moment ou à un autre, rencontrer des difficultés ou générer ou constater un certain nombre d'inégalités qu'on se doit non seulement de traiter, parce que c'est le pendant de la non-discrimination, et par ailleurs, d'aller au-delà, c'est de ne pas se priver des talents là où ils sont, et donc d'aller les chercher, de multiplier les partenariats. C'est ce qu'on fait, l'ascenseur en est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais quand on s'occupe des RH, est-ce qu'il faut parfois un peu changer de logiciel, quoi, vous voyez, par rapport à ce qu'on a fait en début de carrière ou par rapport à ce que faisaient ses prédécesseurs? Alors, il faut toujours se challenger et être à l'écoute de ce qui se passe. Mais l'inclusion et l'égalité des chances, ça, c'est quelque chose qui est très fort chez BNP Paribas depuis un moment, et qui, d'une certaine manière, quand on fait du recrutement, est quelque chose qu'on vit de manière centrale. Mais est-ce qu'il faut lutter sociale. Vous savez, je vous pose la question parce qu'on a tous des biais. Moi, j'en ai dans ma façon de travailler. Et donc, il faut les identifier pour pouvoir les gommer ou lutter contre ces biais quand on s'occupe de recrutement, quoi. Alors, on fait un gros travail là-dessus. Déjà, nous, dans notre structuration de notre processus de recrutement, là, on a ce qu'on appelle un entretien structuré, qui est basé sur les compétences comportementales uniquement, et donc qui est exactement le même, quel que soit l'endroit où on passe l'entretien, d'où on vient, etc. Donc on a cette égalité de traitement qui est assurée par le format de notre entretien. Par ailleurs, on forme l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans le processus de recrutement au biais et à la non-discrimination pour s'assurer qu'à aucun moment ces éléments-là ne puissent être pris en compte dans les choix qui sont opérés. C'est un combat de tous les instants. Oui, je comprends. Je comprends bien. Vous l'avez évoqué, la question de la parité, de la mixité. BNP Paribas qui est signataire des Women Empowerment Principles, c'est quoi? Ça signifie quoi? Alors, l'égalité homme-femme, c'est un combat permanent. On a fait énormément de progrès. On continue à en faire. On a pris des engagements. Aujourd'hui, il y a l'index égalité femmes-hommes qui est en place. Alors, comme on est un groupe, on a des index par entité juridique, mais on est positionné aux alentours de 90 et on continue à travailler. On a aujourd'hui un tiers de notre COMEX qui est tenu par des femmes. Avec un objectif de 40% à l'horizon 2025. Exactement. Voilà. Donc on continue. La parité reste l'objectif absolu, mais par étape, on regarde, 2025, 40%. On est à un tiers aujourd'hui. Ouais. Je crois que la loi fixe l'horizon 2030 pour cet objectif de 40%. Donc vous nous, on essaye d'être toujours un peu... Vous voulez être en avance. On veut être en avance. C'est valable pour ce sujet-là comme pour tous les autres. C'est un sujet d'équité. Ce qu'on veut, c'est que la compétence soit le seul moteur de choix dans ce qu'on fait. Et donc, à partir du moment où c'est la compétence qui drive les choix, on doit s'assurer juste qu'on a des profils qui sont ouverts à l'ensemble des... Mais c'est pas seulement le COMEX ou le CODIR, la féminisation. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont encore trop masculins et sur lesquels il faut vraiment insister? Bien sûr, c'est le cas de l'informatique. Aujourd'hui, évidemment, on constate, et c'est aussi ce que les écoles aujourd'hui mettent sur le marché de l'emploi. Donc, c'est un très bon exemple d'action qu'on mène aussi pour avoir trouver des acteurs qui sont capables de faire émerger des profils féminins dans des métiers qui aujourd'hui les attirent moins, ou en tout cas ne leur permettent pas d'émerger de la même manière que pour les hommes. Donc là aussi, des partenariats avec des acteurs spécialisés
pour avoir un sourcing qui se diversifie et qui nous permet de retenir les personnes les plus compétentes. Vous êtes aussi partenaire, on va terminer là-dessus, de la campagne He for She. Il faut que les hommes s'engagent pour cet enjeu de parité et de mixité. Ça semble une évidence, mais bon, il y a quand même des programmes pour ça, quoi. Ouais, c'est une évidence, mais il faut quand même le faire. Et évidemment, c'est un combat que tout le monde doit partager. C'est jamais acquis. Donc, non, c'est jamais acquis. Il y a beaucoup d'hommes qui se disent bon, ça me concerne pas, quoi. Absolument. Ouais. Alors que ça les concerne, oui. Et que c'est juste un sujet d'équité sociale et d'égalité des chances. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission. Pierre-Henri Vavrin, bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. Il est consacré au Forum de l'économie responsable et aux enjeux climatiques. À l'occasion du Forum mondial de l'économie responsable, on se pose la question des contributions des entreprises dans ce combat pour le climat avancé sur le Scope 3. Voilà notre thème bien précis et je vous présente mes invités. Esther Finidori, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice environnement chez Schneider Electric. Et puis avec nous en visioconférence, Jean-Pierre Le Tartre, qui est président du Forum mondial de l'économie responsable. Justement, bonjour. Il s'est tenu du 22 au 24 novembre à Lille. C'est quoi le principe de ce forum ? Ce principe de forum, il a été créé il y a 15 ans, donc c'est pas hier, par le réseau Alliance, qui lui-même a été créé il y a 25 ans sur l'impact des entreprises sur leur territoire, sur l'environnement, sur l'économie et le social. Et donc vous voyez que c'était très en avance et au fond, ce forum veut réunir des experts de France, internationaux, des chefs d'entreprise, des acteurs, pour parler justement de l'économie responsable. Et pour, je veux dire, dans un premier temps, ça a été une sensibilisation des acteurs économiques et sociaux sur l'importance des questions de RSE. Aujourd'hui, on est passé de la sensibilisation à la mise en œuvre, aux actions, aux méthodes, pour effectivement transformer nos modèles opératoires pour avoir une économie plus solidaire et plus responsable. On va parler du Scope 3 qui symbolise vraiment l'interdépendance de nos émissions. Ce sont toutes les émissions indirectes d'une entreprise non liée à l'énergie. Esther Finidori, pour obtenir des résultats sur ce Scope 3, c'est intéressant quand Jean-Pierre Le Tartre parlait de ce réseau Alliance. Il faut vraiment inventer de nouveaux cadres de coopération, en quelque sorte, vous diriez ça ? Tout à fait. Ce qui est important pour une entreprise, pour vraiment passer à l'action, c'est d'avoir d'abord la compréhension de où sont les émissions. Et la réalité des chaînes industrielles, c'est qu'une grosse partie des émissions sont en amont des chaînes de valeur, chez les fournisseurs des fournisseurs, etc., jusqu'à l'extraction des minerais qui alimentent l'économie. Donc une entreprise doit comprendre ses ordres de grandeur, où sont les émissions, et ensuite doit collaborer avec ses fournisseurs pour arriver à réduire ces fameuses émissions Scope 3 indirectes dans sa chaîne de valeur, pour ensuite décarboner l'économie et aussi avoir des chaînes de valeur plus résilientes pour un futur bas carbone. La technologie, ce n'est pas le seul levier, mais c'est un des leviers. Et c'est aussi l'un des rôles et des métiers de Schneider Electric. Oui, bien sûr. De proposer ces solutions technologiques, quoi. Alors, je pense que nous, on joue sur deux fronts. Le premier, c'est l'accélération du digital au service de la transition énergétique. On voit, et je pense que M. Le Tartre pourra nous en parler très très bien, on a un réel besoin d'accélération de la mesure. Et le digital est un outil qui va nous permettre d'avoir cette mesure et cette information qui passe le long de la chaîne de valeur. Et donc le digital au service de la transition énergétique, c'est absolument indispensable pour accélérer l'action. Et ensuite, évidemment, Schneider Electric fournit des technologies qui permettent de décarboner les activités industrielles, les bâtiments. Et à ce titre, on travaille avec nos fournisseurs pour les aider à réduire leurs émissions de CO2. Jean-Pierre Le Tartre, effectivement, sur cet outil numérique, à quel point il vous semble important ? Alors, il est très important et en même temps paradoxal d'ailleurs, parce qu'il y a la pollution numérique aussi. Le numérique est consommateur d'énergie, beaucoup, mais comme d'ailleurs la production est consommateur d'énergie. Donc aujourd'hui, on doit gérer le paradoxe de être plus économe en termes d'énergie et avoir une énergie plus verte et en même temps développer des technologies. C'est là où l'innovation est clé. Et une entreprise comme Schneider, qui est partenaire du World Forum depuis de nombreuses années, est un exemple même de cette innovation justement au service à la fois du développement des technologies et en même temps d'une économie, d'une énergie plus responsable, j'allais dire. Donc voilà, et ça c'est très important, parce qu'au fond aujourd'hui,
on voit bien que la question, c'est comment je fais. C'est plus pourquoi je dois le faire, c'est comment je le fais. Et le comment dépend des méthodes. Donc la méthode est très importante, de la technologie et de l'innovation. Et après, il faudra, et en même temps, et sur la suite, il faut pouvoir mesurer. Vous évoquiez tout à l'heure la mesure. Effectivement, c'est clé qu'aujourd'hui, cette transformation menée par de nouvelles méthodologies, par de l'innovation, doit pouvoir être mesurée pour effectivement arriver à une neutralité carbone dans les années qui viennent. Ce forum, Jean-Pierre Le Tartre, c'est donc, vous l'avez dit, la 15e édition, 5000 participants en moyenne chaque année, 1165 intervenants internationaux. C'est quoi l'objectif, Jean-Pierre Le Tartre? C'est de partager les bonnes pratiques, notamment? Alors, c'est inspirer, d'abord, apporter donc des réflexions, une vision. C'est effectivement échanger les bonnes pratiques et donner de l'expertise pour mettre en œuvre. Et ça... tout acteur confondu, le monde économique, le monde politique aussi. Hier, on avait les représentants des collectivités locales qui ont aussi le programme de décarbonation, le monde universitaire, et français et international. Vous voyez, c'est cette espèce de grand travail collectif. Vous évoquiez tout à l'heure la nécessité du collectif, ce travail collectif, parce que la résolution de cette question du climat ne se fera pas chacun dans son coin, bien évidemment. Quand on parle du scope 3, c'est l'évidence même. Et donc, il faut travailler en collaboration. Donc, on a, dans notre région, par exemple, développé des collaborations avec la métropole européenne de Lille, mais aussi avec la région, qui a lancé son programme REV 3 il y a plusieurs années, qui est un programme collectif, effectivement, de décarbonation. Esther Finidori, vous allez participer voilà, vous êtes partenaire de ce forum. Vous allez faire quoi? Présenter la démarche zéro carbone de Schneider Electric? Oui, entre autres, je vais participer à un panel où l'accent sera mis en particulier sur comment est-ce qu'on génère de l'engagement dans les chaînes de valeur. Oui. Et je vais demain partager comment est-ce que Schneider travaille avec ses fournisseurs. On a ciblé nos 1000 plus gros fournisseurs qui représentent une part significative de nos émissions, et comment avec eux on travaille pour réduire leurs propres émissions opérationnelles et pour qu'ensuite, à leur tour, eux-mêmes puissent se tourner vers leurs fournisseurs et réduire leurs émissions. Et je pense que là, la posture est très importante. Ce qu'on demande à nos 1000 fournisseurs, c'est vraiment de prendre le climat et de le mettre au cœur de leur stratégie. C'est-à-dire ne pas être dans une relation bilatérale, derrière des portes fermées, fournisseurs-clients, mais bien d'intégrer le climat dans leur stratégie, de le publier à disposition de toutes leurs parties prenantes, tous leurs clients, pas uniquement Schneider Electric, pour être sûr qu'on génère cet engagement écosystémique et qu'il puisse ensuite impacter la chaîne de valeur. Et donc c'est ce genre d'initiative qui grossit, qui apparaît dans de nombreuses industries aujourd'hui et qui permet de passer à l'échelle et de sortir de discussions bilatérales qui sont évidemment importantes pour co-innover, mais aussi générer de l'engagement de manière plus large avec beaucoup d'acteurs. Oui, il y a un effet domino positif que vous cherchez à engager, sauf que ça peut prendre du temps. Donc, vous voyez, dans la relation que vous avez avec vos fournisseurs, ou que vos fournisseurs ont avec leurs fournisseurs, à quel point vous mettez la pression, à quel point vous accompagnez, à quel point vous laissez le temps? Alors, il y a des choses qui peuvent être faites tout de suite, très rapidement, sur nos propres opérations industrielles. Et on est implanté dans plus de 50 pays dans le monde en termes d'activité industrielle. On a réduit nos émissions opérationnelles de 60% en 3 ans. Les 40% restants seront plus difficiles. C'est souvent comme ça. Mais donc il y a un levier rapide à actionner. Il y a des leviers rapides, des technologies sont disponibles et certaines actions sont vraiment à portée de main. Donc en l'occurrence, sur nos 1000 fournisseurs, on leur demande de réduire de 50% en 5 ans. C'est extrêmement rapide et extrêmement ambitieux comme objectif. Certains y arriveront, peut-être d'autres feront seulement une partie du chemin. Mais je pense qu'il est très important de fixer la barre haut pour générer de l'action, je dirais, au bon niveau, sortir d'une logique incrémentale. Chaque année, j'essaye de m'améliorer de 2 ou 3%, qui est un peu la logique historique des objectifs climat que les entreprises se fixaient, je dirais, par rapport à elles-mêmes, et se fixer des objectifs qui sont en ligne avec la science. On regarde ce que la science climatique nous dit de faire, de combien il faut qu'on réduise et à quelle vitesse, et on en tire les conséquences pour sa stratégie industrielle. Jean-Pierre Le Tartre, je reviens vers vous sur cette idée, cette stratégie qui est celle de Schneider Electric. Est-ce qu'elle est mise en place par de plus en plus de grands groupes aujourd'hui ? Oui, la réponse est oui. Aujourd'hui, les grands groupes, et Schneider est un exemple, a été sûrement pionnier, mais beaucoup d'autres grandes entreprises aujourd'hui sont sur ce même chemin.
Le monde de la finance aussi, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de fonds n'ouvrent les dossiers d'entreprises potentiellement à financer que si elles ont mis en place un processus de décarbonation. Donc oui, aujourd'hui, ça se met en place. Il faut aller vite parce que l'horloge tourne, hein. L'horloge du climat et du risque climatique fait de plus en plus de bruit. Et la question aujourd'hui, et d'ailleurs les grands groupes sont concernés aussi, c'est comment j'aide le tissu de PME. Alors, les fournisseurs des grands groupes, et Schneider le fait, aident leurs fournisseurs de taille plus réduite à se mettre dans ce process, mais il y a tous les autres. Et là-dessus, il y a un effort à faire. Nous, on s'engage aussi auprès de ce tissu de PME, d'entreprises plus petites, parce que l'enjeu, c'est qu'il faut aller vite et il faut massifier ce qu'on fait. Et donc, il faut aussi que l'ensemble du tissu industriel et économique, quelle que soit sa taille, puisse effectivement développer cette transformation. Il y a un levier dont on n'a pas encore parlé qui me semble important, c'est celui des achats responsables. Jean-Pierre Le Tartre, c'est aussi l'un des objectifs de votre réseau, du réseau Alliance qui organise ce forum mondial de l'économie responsable, c'est justement créer des communautés autour de cette idée, de cet objectif même d'achat responsable. Bien sûr, bien sûr. Depuis d'ailleurs plusieurs années, hein, je tiens à le rappeler, effectivement, on valorise aussi ce type d'action, comme par exemple, on remettra au cours de ce forum ce qu'on appelle les pépites de l'économie responsable, où on valorise les entreprises qui se sont engagées dans ce type de procédure, et notamment d'achat responsable. Ces expériences, on a au cours du forum des exemples aussi qui sont présentés, puisque on a beaucoup d'ateliers par secteur d'activité ou par fonction dans l'entreprise, où justement on évoque comment on peut multiplier et aussi connecter l'ensemble de ces initiatives. Cette notion d'achat responsable, vous insistez évidemment dessus aussi. Très très important. Ouais. Et alors là, le témoignage que je peux faire, c'est qu'on voit une énorme accélération, je dirais, depuis 1 ou 2 ans sur cette logique. Je peux prendre maintenant l'angle de Schneider en tant que fournisseur. On a de plus en plus des clients qui viennent vers nous en nous demandant donnez-moi l'impact environnemental de votre produit. Combien de CO2 pour cette offre et démontrez-moi qu'elle est meilleure et que vous avez réussi à réduire, et je veux voir l'impact concret de votre programme d'entreprise sur ce que je vous achète. Et ça, c'est une dynamique qui est extrêmement intéressante parce que ça veut dire que les entreprises vont évidemment réduire leurs émissions de CO2, mais aussi s'outiller pour la mesure, pour démontrer les bénéfices environnementaux qu'elles peuvent apporter à leurs clients. Et là, je pense que quand on arrive à faire ce passage de l'entreprise à la performance de l'offre, du point de vue de l'environnement, on libère un frein, en fait, qui était un frein historique sur l'action, qui est que la capacité à démontrer les bénéfices environnementaux génèrent ensuite de l'envie d'achat, génèrent de la valeur, en fait, aussi simplement que ça, dans la chaîne de valeur, et permet de débloquer l'action, y compris sur des investissements qui sont plus lourds, des matières plus durables, mais parfois plus chères, etc. Donc c'est une thématique qui accélère de manière extrêmement forte je dirais, 1 ou 2 dernières années. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter ce forum mondial de l'économie responsable. On passe à Smart Ideas, on va parler des métiers du soin qu'il faut valoriser. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Mathieu Domas aujourd'hui, bonjour, bienvenue. Vous Bonjour. êtes le président du collectif AMAEL. C'est quoi ce collectif ? Alors, le AMAEL est le premier collectif d'aide, d'accompagnement et de soins en France qui fédère 14 associations de l'aide et du soin qui ont décidé de prendre leur destin en main et faire en sorte que des associations qui ont été créées globalement il y a entre 60 et 70 ans vivent encore autant soient visibles et lisibles grâce à tout ce qu'elles font. Et AMAEL est là pour vraiment défendre, mettre en avant les métiers de l'aide, du soin et toutes les actions réalisées par nos associations en matière d'innovation sociale et d'impact sur la société. Donc ça veut dire que ces associations, elles vont toutes porter ce nom AMAEL, c'est ça ? Il y a la volonté de
d'être plus fort à plusieurs, c'est un peu l'idée? C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Aujourd'hui, nos associations, elles sont présentes sur un territoire, éventuellement sur un département au mieux. L'idée, c'est de se fédérer autour d'un étendard, derrière un étendard, AMAEL. Donc, toutes ces associations porteront le même nom, garderont leur autonomie, leur indépendance, et continueront à faire les métiers qu'elles font depuis 70 ans et plus auprès de la population. Ce sont des associations, sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est ça? Nos associations sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous présentons un chiffre d'affaires, là les 14, un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. Nous proposons des jobs, des emplois qualifiés, durables, non délocalisables à plus de 8500 salariés aujourd'hui, ces 14 associations-là. Et donc nous sommes de vraies entreprises avec un vrai impact sur la société, un vrai impact sur l'économie et un vrai impact évidemment sur les femmes et les hommes qui ont besoin de nous. L'idée, c'est aussi de ne pas seulement laisser les entreprises privées, on va dire classiques, communiquer. Parce que, bon voilà, vous êtes aussi dans un univers de concurrence. Exactement. Alors, je le répète souvent, mais nous avons été créés, globalement, les associations ont été créées entre 1940 et 1960, après-guerre, pour faire face et pour répondre à un besoin sociétal. Les personnes âgées, essentiellement, les personnes en situation de handicap. Le marché des services à la personne a été créé par M. Borloo en 2005. Donc, nous étions là bien avant ce marché. Par contre, nous sommes aujourd'hui effectivement sur un marché et il faut que nous vivions, nous existions avec ce que nous sommes, avec notre ADN, non pas pour devenir des entreprises comme les autres, mais des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors, je disais valoriser les métiers du soin, parce que c'est vraiment ça l'enjeu. Qu'est-ce que vous proposez? En quoi votre modèle, qui est un modèle évidemment original, avec cette dimension sociale et solidaire, en quoi ça peut être finalement un outil d'avenir et d'espoir pour la valorisation des métiers du soin? Alors il y a plusieurs choses. L'économie sociale et solidaire, globalement, ce qu'on recherche, c'est la valeur apportée à toutes les parties. Les clients, les salariés, la société de façon générale, les personnes qui ont besoin de nous, les aidants. Mais AMAEL, ce que recherche AMAEL aussi, c'est de faire sortir de l'ombre. Alors le Covid nous a un petit peu aidé pour ça, parce que nous n'étions que peu reconnus. Le Covid l'a permis. Et AMAEL veut mettre en avant ces métiers en proposant des formations. Aujourd'hui, nous mettons en place au sein d'AMAEL des centres de formation en apprentissage pour les métiers du domicile. Ça n'existait pas jusqu'à présent. Nous voulons valoriser aussi ces métiers, les mettre en avant, pouvoir communiquer et attirer en proposant des parcours de formation et faire de ces métiers des métiers à part entière qui ont du sens et qui, encore une fois, ne sont pas délocalisables. Est-ce que ça passe forcément par des revalorisations salariales? Alors, aussi, mais pas que. Aussi parce que depuis le 1er octobre, globalement, dans nos associations, les rémunérations ont augmenté entre 10 et 15% en moyenne pour les salariés de terrain, mais pas que. Notre ambition au sein d'AMAEL, c'est aussi de prendre soin de celles et ceux qui prennent soin des autres. Et donc, c'est une forme de management différent, des organisations différentes. Je prendrais par exemple, en termes d'innovation sociale, quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est de mettre en avant les équipes autonomes, basées sur la philosophie des équipes, des entreprises qui libèrent les énergies. Globalement, donner le pouvoir de décider dans un cadre bien défini aux salariés, parce que c'est celles qui font, qui savent. Voilà un exemple. Et nous leur proposons aussi des parcours. C'est-à-dire qu'on peut commencer comme aide à domicile, on peut progresser avec des diplômes d'auxiliaire de vie, d'aide-soignante, on peut passer au soin, on peut devenir infirmière, on peut devenir ensuite manager. Et aujourd'hui, dans nos associations, à peu près 20% de nos encadrants sont issus du terrain. Merci beaucoup, merci Mathieu Daumas. Bon vent à AMAEL. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury qui est à la production, à la programmation de cette émission, Nicole Salikova qui l'assiste aujourd'hui, Benjamin Michel à la réalisation et Saïd Mamou au son. Je vous souhaite un bon week-end sur Bismart.